Bonjour tout le monde, bienvenue sur un nouvel épisode d'MVP. Aujourd'hui, on est avec Joanie Thévenin, qui a monté son agence avec Clément, son associé. De toute façon, je vais te laisser te présenter. Je fais juste un petit disclaimer. Aujourd'hui, je prends le rôle que normalement Paul a voilà, on va dire d'animation un petit peu globale du podcast. Paul a un petit problème personnel, donc aujourd'hui, on sera que tous les deux avec Joanie. Pour refaire juste un petit point rapidement sur les perfs du podcast. Aujourd'hui, on a passé les 60 abonnés sur Spotify et on vient de passer les 1000 abonnés sur YouTube. Donc c'est super sympa. On est super content. Pour nous, c'est une step importante. Toi, Johnny, je sais que tu as déjà une chaîne YouTube aussi qui roule pas mal. Pas mal comme vous, à peu près, à 1000 abonnés, je crois. Ouais, Ouais. c'est déjà pas mal, hein. Franchement, tu le ressens quand même en termes de commentaires, d'échanges. Tu sens que ça crée un peu de network. Ça crée pas forcément du business pour nous, en tout cas, mais ça crée quand même un petit peu Ouais, ça de crée développement. c'est ce que j'allais dire, un peu ouais, c'est ça, du network en mode, bah, t'es plus accessible, quoi. Ouais. Et du coup, on vous remercie encore pour les commentaires. Aujourd'hui, on va parler d'automatisation. Donc l'automatisation, pour moi, c'est le sujet 2024. Il y a qu'à voir la conf qu'on a fait, à laquelle j'ai assisté de Joanie et Clément au SEO Camp 2024. Je crois que c'est la conf où il y avait le plus de monde. Comme quoi, tout le monde est très très intéressé et tout le monde est néophyte encore. Donc ça va être super intéressant. Du coup, juste pour refaire un petit rappel, on est sponsorisé par Linkuma. Donc Linkuma, je pense que beaucoup connaissent, c'est une plateforme de vente de liens pas cher. Donc on peut commencer à faire du linking à partir de 7 euros. Les liens, ils vont jusqu'à 30 euros. Il y a un service client qui est vraiment quali. C'est la plateforme de netlinking qui est en train d'exploser en ce moment. Ils sont vraiment très chauds. Du coup, n'hésitez pas, juste en bas de cette vidéo dans la description, il y a un petit lien affilié. Et puis vous allez voir, c'est des liens qui poussent pas mal, même si c'est pas non plus des liens super beaux. C'est pas le but, c'est juste d'envoyer du jus. Et pour le coup, c'est des liens qui envoient du jus. Pour 7 et 30 euros, c'est quand même super intéressant. Alors, pour lancer le podcast, Joanie, est-ce que tu peux te représenter et nous refaire un petit peu, on va dire, tes expériences, parce que tu as 28 ans, donc ça fait peu de temps que t'es lancé, j'imagine, et je sais que tu as déjà vécu pas mal de choses, quoi. Bah, déjà, merci pour l'invitation de ta part et de celle de Paul. Du coup, donc moi, c'est Joanie. Je suis dans le SEO depuis, j'allais dire 2015-2016, donc une petite dizaine d'années. De base, je suis développeur web, enfin développeur en fait, et j'ai découvert le SEO en travaillant dans une agence qui existe encore, hein, Briou d'Internet, une grosse agence SEO sur Lyon, et j'avais pour objectif de créer des scripts en fait, avant tous les outils no-code, automatisation, etc. Créer des scripts pour les consultants SEO, et en fait là j'ai découvert le SEO, j'ai arrêté le dev et me voilà parti dans le SEO. Du coup, ensuite, j'ai pas mal bossé sur la partie édition de site au début, en parallèle de mes études, notamment avec Anthony, que vous avez reçu, je crois, Anthony des Wizards, et Romain aussi, Romain Pirotte. Ça fait une dizaine d'années maintenant qu'on se connaît, et on a vraiment, j'ai pu apprendre d'eux, qui sont vraiment forts sur la partie Black Hat et compagnie à l'époque. Ensuite, j'ai travaillé, du coup, je suis passé par par deux agences qui s'appellent 410 Gone et Empiric, ces deux agences sur Lyon, voilà, consultant SEO, puis parti rejoindre Edwin et Romain sur Malte après pendant un an et demi, parti à Malte, voilà, faire d'édition. Et après Covid, j'ai décidé de revenir en France, sur Lyon, pour m'associer avec deux associés, donc Maxence et Hugo, qui sont pas du tout du monde du SEO. Un sur la partie plus développement et l'autre plus sur la partie communication, pour monter une agence. Donc on a voulu un peu révolutionner le monde de l'agence, entre guillemets, 360. Donc on a monté, ça s'appelait Soros à l'époque. C'est une agence, on est monté jusqu'à, j'allais dire 12, entre 12 et 15 collaborateurs. Donc on a créé ça fin 2000, début 2021, je crois, ou ouais, début 2021. Donc on a pour objectif donc création de site WordPress et partie com et partie acquisition, notamment SEO. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est par rapport à ça, du coup, aujourd'hui, pour diverses raisons, en fait, on a dû
partir en liquidation sur voilà des différentes erreurs qu'on a pu faire. Aujourd'hui, la boîte est toujours en cours de liquidation parce que les procédures collectives sont assez longues. Donc on a vraiment, ça fait à peu près, je vais dire une année, une grosse année où aujourd'hui on a décidé avec Maxence, du coup, mon ancien associé, de, de, de liquider. Ben, on pourra revenir dessus si jamais. Et suite à ça, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je voulais un peu sortir du SEO et en fait, je m'étais rendu compte qu'il y avait beaucoup de problèmes qui étaient liés à des process où on aurait pu automatiser pas mal de choses. Et en fait, bah, du coup, petit à petit, Romain m'a toujours dit, mets-toi dans le personal branding, lance-toi dans le personal branding, etc. Et j'ai dit, allez, bah, au début, j'étais pas du tout comme ça, je voulais pas me montrer entre guillemets et j'ai suivi la vibe et au final bah, l'objectif maintenant c'est de sortir du SEO. Alors j'ai quelques clients encore en SEO depuis longue date, mais j'ai créé Séquence du coup depuis bah, on va dire 2-3 mois avec Clément Chal, du coup on a des bureaux sur Lyon et l'objectif c'est vraiment d'accompagner les boîtes à automatiser toutes leurs tâches répétitives, tous leurs process, etc. Donc voilà, pour sortir un peu du SEO. Ok, énorme. Bah, en fait, ouais, c'est vrai que je savais même pas que t'avais bossé à Mal, que t'avais bossé à 410 secondes, t'as eu une XP de fou. Et Ouais, juste avant. bah ouais, 2 ans, 2 ans de, bah c'est ça, 2 ans d'agence, ça fait que ça rassure aussi certains clients. Le fait d'avoir, voilà, avec Empirique 410 secondes, j'ai pu accompagner des grands comptes, et du coup, bah c'est ce qui m'a permis aussi derrière moi de gagner en confiance, en communication par rapport à ça. Je pense que c'est toujours bien pour moi de passer par l'agence, d'avoir cette step agence, aussi bien de voir les process qui vont et qui ne vont pas. Pour moi, c'est une grosse expérience. Ouais. Ouais, franchement, t'as une expérience assez dingue. En plus, comme tu dis, Romain Pirotte, Anto des Wizards, c'est clair que. Alors, je sais pas s'ils t'ont formé ou si vous avez commencé ensemble. Bah, Romain et Anto aussi, si, bah, je les ai plus suivis, tu vois, ils avaient un pas d'avance. Du coup, moi, j'étais toujours un peu à la traîne par rapport à ça. Après, on a beaucoup bossé ensemble, fait beaucoup de R&D, notamment aussi pendant le Covid, où on a poncé bah, l'automatisation avec Anto. Voilà, on passait nos journées dessus. De toute façon, il y avait que ça à faire. Et du coup, je pense que c'est là-dessus enfin, moi, personnellement, j'ai pris un gros step là-dessus sur la partie, bah, en fait, quand tu fais que ça, et que tu as que ça à faire, bah, tu rentres de l'expérience et voilà. Ah, c'est la meilleure façon de monter en compétence, de jouer avec des gens qui sont un peu plus forts que toi, tu vois. Même dans C'est le sport et ça. tout, c'est toujours le top, ça. Et du coup, j'imagine que pour toi, ça a dû être assez dingue Bah ouais, à toujours monter. être, c'est ça, toujours être, je pense, être, avoir des, je vais pas dire mentor, mais avoir des gars qui sont un peu au-dessus Ouais. pour, voilà, il faut toujours être le bas du panier, entre guillemets, pour s'acquiper à meilleur. Bah après, il faut faire la même chose, il faut aider quelqu'un, il faut se faire aider. Exactement. Par Et contre, faut pas. en contrepartie, c'est ça. C'est exactement ça. Et c'est voilà, moi, je le vois un peu comme ça, toujours s'entourer de tout le monde. Ouais. Et là-dessus, d'ailleurs, j'avais entendu, et je crois que c'est vrai, faut pas avoir pareil, pas te faire accompagner par quelqu'un qui est deux, trois steps au-dessus de toi, tu vois. Parce que du coup, tu vas rien comprendre, il sera sur des enjeux qui sont Ouais, les tiens. Et la montée, du coup, ça sera pas non plus la même, ok. je pense, je Et sais pas toi, t'es si. accompagné, toi, ou pas, au Moi, final, j'ai sur la partie beaucoup, mentoring? beaucoup, beaucoup de chance, en fait, parce que en gros, mes colocataires, tu vois, ici, moi, je suis à Villeneuve-d'Ascq, on est dans un bureau qui fait 600 mètres carrés. Et on est accompagné, entre guillemets, par une autre agence qui s'appelle La Quincaillerie, les trois fondateurs, ils ont mon âge, et ils avaient 3 ans d'avance sur moi, quoi, en termes Ok. de 30, etc. Là, on les Entrepreneur. a un peu Ok. rattrapés, mais c'est ça aussi, de jouer avec des gens un peu plus forts que toi, C'est ça. tu montes plus vite. Et pareil, Paul Vengeon, pour moi, c'est un énorme, c'est trop cool de pouvoir bosser avec lui au quotidien. Donc, j'ai pas non plus un mentor de Ouais, fou. c'est ça. Mais toujours un petit groupe d'entrepreneurs où tu te boostes, tu t'auto-boostes, quoi. Ouais, bah comme toi, hein, je vois bien sur les C'est Lyonnais, là. ça. C'est la mafia lyonnaise du SEO, Ouais, quoi. bah voilà, on a le groupe avec les Wizards, Amaury, Clément, etc. Puis après, j'ai un petit groupe aussi avec Edwin, Romain et Pierre, l'associé d'Edwin, où tous les jours, bah, on fait de la R&D là-dessus. En fait, on partage un peu les tips Ok, qui me permet de rester à la veille. trop cool. Et du coup, ouais, juste avant d'enregistrer le podcast, moi, ce que je te disais, c'est en fait, on s'est rencontrés au SEO Camp. Et quand tu m'as Carrément. expliqué, parce qu'on est à peu près, bah, même nous, on est 15, tu vois, à l'agence, et quand tu m'expliquais justement que t'avais liquidé ta boîte, je me suis dit, lui, c'est un crack. Parce que, je sais pas pourquoi, Bah, tu peux penser que, en gros, c'est mal vu, etc., mais en fait, c'est tout le contraire. Ça veut dire que
tu as tout appris, tu sais exactement sur ce modèle-là, et je pense sur même d'autres modèles, ce Ouais, que bah, tu aurais dû faire. Et du coup, c'est ce qu'on disait aux ah bah c'est États-Unis. sûr, tu mets le costard pour aller au, pour aller au tribunal, hein, ça te permet de mettre. Ça Non, doit mais être- sinon, en vrai, oui, c'est ça, c'est si il y a des erreurs. Après, voilà, et c'est bien pour moi dans l'entrepreneuriat. Enfin, je vois toujours enfin, pour moi, un vrai entrepreneur, c'est sûr qu'il a pris des échecs, et je vois que fermer une boîte, tu sais quoi faire, tu sais quelles sont les erreurs à ne pas faire, surtout quand on avait des salariés, notamment. Alors nous, on a eu la chance le père de mon associé est juge au prud'homme, donc on a eu la chance d'être accompagné là-dessus aussi sur des choses à ne pas mal faire parce qu'aujourd'hui, enfin les salariés sont protégés, ce qui est vrai et ce qui est normal, Ouais. et du coup, on n'est pas à l'abri de demain de se faire attaquer pour quelque chose. Donc nous là-dessus, et toujours être bien accompagné d'avocats, tu vois ça, je pense que c'est juste qu'on a bien fait, c'est le dernier argent qui reste, c'est je pense de le mettre dans l'avocat. Même si c'est lui, dans le cas d'une liquidation, c'est lui qui sera payé en premier. Donc, en soi, mais voilà, c'est toujours, je pense, d'être bien accompagné. Et ça, c'est ce qui a pu nous sauver, enfin, sauver, même s'il n'y a pas de grosses erreurs. Mais, enfin, d'erreurs de gestion, je parle là-dessus. Mais, c'est toujours bien d'être bien accompagné par un avocat, etc. Et, voilà. Ok, non, mais en vrai, t'as quand même une XP assez dingue, là, pour le coup. On va rentrer dans le vif du sujet. Bon, bah, t'as fait un peu la liaison. Comment t'es rentré dans l'automatisation? Du coup, dans l'automatisation, vraiment, en vrai, à la base, j'étais vraiment dans les derniers de ma promo en dev. Donc, c'est-à-dire dans les moins bons de dev, j'ai eu ma licence vraiment grâce à l'anglais, donc truc à voir. Et en fait, je pense, enfin, j'ai cette logique tech, donc technique, mais j'ai pas forcément vraiment les compétences techniques. Et du coup, dès que j'ai voulu, comme je disais, j'ai commencé par le Black Hat sur Script SEO à l'époque, et du coup avec Romain, Anthony, on faisait du spam. Et en fait, vu que j'avais cette logique et que je ne savais pas forcément coder, je me suis dit bah ok, il faut que je trouve un logiciel pour monter 50 000 sites, tu vois. Et du coup, j'en suis venu à Zenoposter. Et en fait, le fait d'avoir la logique, mais pas forcément la compétence technique, bah ça m'a tout de suite aidé. Donc j'avais pris, je me rappelle, une journée de formation. Mon ancien maître de stage, quand j'étais en alternance, m'avait payé une formation d'un jour avec Zéo6, qui est un Français qui fait de la formation Zeno. Je sais pas s'il est toujours sur script, SEO, etc. Et en fait, il m'avait formé en one-to-one, et là vraiment, ça m'avait un peu ouvert les chakras de ce qu'on pouvait faire, parce que je me disais, ok, en fait, je sais qu'on peut le faire, mais je ne sais pas le coder. Mais maintenant, avec Zeno, je vais pouvoir faire ce que j'ai fait. Et donc, en fait, vraiment 2016, par là, 2017, du coup, commencer à poncer Zeno sur des petites études de cas, un peu tous les jours, toutes les semaines, aussi bien pour des process de clients quand j'étais en agence. Chez 410, je sais que j'utilisais Zeno pour du scrapping. Et puis après, Covid oblige, on a vraiment poncé ça avec Anthony. Et en fait, ce qui m'a fait switcher du coup d'outils, c'est en 2021, 22, donc je suis resté quand même peut-être 6-7 ans sur Zeno. Et en fait, en 2022, quand j'avais Soros, il fallait du coup automatiser vraiment entre Google Sheet, on utilisait Notion, donc entre Notion, Google Sheet, Slack, la suite. Et en fait, dans Zeno, il n'y avait pas tout n'était pas codé comme dans Make, Anytech, Zapier, dans les outils aujourd'hui no code. Et du coup, je me suis dit, putain, il faut que je me tape toutes les docs, ça va être trop compliqué. Donc, j'ai trouvé une alternative, et j'ai benchmarké un peu, j'ai testé les différentes tools d'automatisation, aussi bien, Automa, N8N, Make, Zapier. Et après, je me suis dit, ok, Make, ça me fait ce qu'il faut, je vois que ça a le vent en poupe, je focus cet outil. Et du coup, j'ai pris le virage. Alors voilà, ça a pris peut-être 3-4 mois à vraiment prendre les mécanismes. Mais vu que c'était aussi un peu sur la fin de Soros, du coup, je passais 7-8 heures par jour à automatiser des trucs, des process. Et en fait, à terme, j'ai complètement switché. Alors même si aujourd'hui, j'utilise un petit peu Zeno, j'ai perdu. Mais voilà, j'ai complètement switché d'outils. C'est un peu comme passer j'ai envie de te dire, de PC à Mac. Tu vois, ça se fait pas en un claquement de doigts, ça se fait avec une transition. Voilà, c'est exactement pareil. Et aujourd'hui, voilà, je passe mon temps un peu et en fait, je
je suis ultra curieux, je fais beaucoup de R&D, j'aime bien en fait un peu trouver la petite faille, 100% l'exploiter à fond. Mais du coup, l'automatisation, ça me permet aussi bah, c'est un peu de la R&D en fait. Ça permet de kiffer. Moi, ce que je kiffe, c'est la R&D. Franchement, donc en fait, toujours trouver comment faire plus facilement, tu vois. Et voilà, comme ça, moi, je suis bien. Ouais, pour le coup, je pense que l'automatisation, t'es plus dans le creux de la vague que le SEO, tu vois. C'est vrai que nous, le SEO, au bout d'un moment, surtout avec Paul, on fait du SEO depuis 4 ans non-stop, on parle que de SEO. La R&D, elle se fait rare. C'est un peu chaud de Ouais, trouver c'est un truc qu'on n'a ça. jamais T'as toujours croisé. des trucs avec la SGE, etc. Tu vois, Ah, mais c'est ça. mais après, c'est deux. La problématique, c'est que la R&D, ça paye pas. Aujourd'hui, t'as pas un client, ou alors tu peux, tu vois, mais la R&D, elle paye pas. Tu vas jamais vendre de la prestation de R&D aussi facilement que de la prestation de SEO. Bah moi, j'ai un credo là-dessus, c'est qu'en fait, si j'estime qu'il y a de la R&D dans le projet, je divise mon TJM à fond, tu vois. En gros, Ok. je sais que je vais perdre de l'argent, mais au moins, je suis Mais tu vas payé, kiffer. et à la fin, on va quand même avoir un temps de travail rémunéré pour de la R&D, tu vois. Et je le Ouais. dis au client, tu vois, je lui dis, bah, je sais pas exactement par quel bout on va prendre le truc, mais on va y Ouais, c'est arriver, ça. tu vois. Et ça Mais permet du quand coup, t'as même pas quand même tous les clients qui sont. Enfin, je veux dire, le SEO, je vais pas dire que ça se ressent tout le temps, mais bon, un audit, une fois que t'as ta checklist, tu la Non, suis. mais je vais te donner un exemple, tu vois. Moi, aujourd'hui, j'ai rencontré pas mal de problèmes, mais la première fois que j'ai fait une migration, bah, j'étais Ah en bah mode, ouais, bah ouais, let's go, je la fais. Et puis, c'est ça. la première fois que j'ai fait du SEO international, la première fois, tu sais, il y a quand même pas mal de petits Ouais, sujets voilà, ouais, c'est je vois ce que tu veux dire. qu'on peut Sur cette avancer. partie R&D, mais au bout d'un moment, comme tu dis, tu vois, tu vas avoir, tu vas être capé. Au bout d'un moment, t'auras tout vu, les migrations, les hreflang, Sauf que bah l'automatique de la R&D, c'est à côté, tu peux automatiser, bah trouver des failles sur Twitter, j'en sais rien. Tu peux automatiser du Discover, tu peux automatiser le WordPress. Demain, t'as un nouveau spot de Ninja Wiki qui sort. Ou de Web 2, bah voilà, tu l'automatises. Enfin, tu vois, il y a toujours cette. Je sais que Ouais. c'est Anto et Clément qui a fait enfin, qui avait spammé WebArchive par exemple. Bah, tu vois, ça peut être intéressant derrière de se dire, putain, bah voilà, c'est kiffant en fait. Tu prends WebArchive et ça, c'est la vraie R&D. Tu vois, je me dis, Ils ont ça peut fait être quoi sur kiffant. Web Archive, du coup? Bah, ils avaient bien spam WebArchive. En gros, il faut vraiment regarder la courbe sur. C'était à l'époque des parasites. Enfin, à l'époque, je te dis ça en décembre, en fin d'année, parce qu'Anthony a fait une conférence au Wizard où il explique alors, je te dirais des conneries sur les chiffres, mais je crois que c'est 300 000 pages en quelques heures. Et la courbe, normalement, il faudrait regarder sur SEMrush, mais de WebArchive, hop, elle, euh, elle se casse la gueule. Hop, tac, Web SEMrush. Archive, t'entends Wayback Machine, du coup? Ouais, pardon, Oui, oui. Webback Mercury. Ouais, Ouais, de toute et façon, tu c'est... vois, paf, paf. Ah, mais ils ont changé de nom de domaine. Ouais, moi aussi, j'ai une API dedans. Ah ouais, ils ont changé de nom de domaine. Bah, ah ouais, c'est quoi le. Ah bah, tu vois. Bah, il faudrait regarder. Ah bah, ouais. On pourrait demander à Anto, du coup, Ouais. ça, c'est le Ouais, il principe. faudrait regarder. Mais je sais qu'ils avaient spam un peu là-dessus. Et derrière, bah, le filtre Web Archive, c'est tombé. Et puis tu passes à un autre spot, quoi, tu vois. Ok, ok, ça roule. Du coup, c'est cool parce que tu as cité pas mal d'outils. Moi, j'en connais même pas la moitié. En plus, t'as une notion, enfin, on va dire, tu as commencé par le dev. Euh, Mhm. on a fait un podcast avec Emmanuel Deplix il y a 2 3 semaines. Ouais. Il disait que, alors, je pense qu'il a du make aussi, hein, mais il nous parlait du PHP dans son automatisation. Est-ce que toi, pour toi, aujourd'hui, l'automatisation un peu en mode voilà, full dev, etc., c'est encore des choses qui sont envisageables, intéressantes, ou tu... Ça dépend vraiment des personnes entre guillemets. En vrai, l'autre fois je parlais avec Jérôme Pasquelin qui me disait que lui il arrivait mieux à coder en PHP des trucs, notamment avec ChatGPT maintenant. Je pense que ouais, ça doit marcher. Maintenant, c'est moins scalable, je pense. Alors que tu as tous les outils aujourd'hui qui sont pluggés en fait. Ça dépend vraiment de ce que tu as. Si c'est juste faire un petit script qui va, je sais pas, faire vraiment une micro-tâche, pour moi, tu peux le faire encore en JavaScript, etc. Si demain, tu dois jongler en différents outils, bah là, il faut passer sur du no-code. Enfin, je pense. D'ailleurs, j'ai dit PHP, mais en fait, c'était Python. Autant pour moi, c'est le Ah, langage de la Python, ok. data, quoi. Mais Ok, est-ce que ouais, toi, là,
tu les intègres, ces langages, dans les outils, type tu fais du Python un peu sur Make ou sur N8N, etc. Ou vraiment tu fais du Python. Non, en vrai, moi, parce que, en fait, enfin, sur Make et Niten, enfin, Niten, je connais moins. Sur Make, tout ce qui est possible de faire en Python, normalement, c'est possible de le faire dans le Make. Alors, je te dis pas que ce soit la meilleure, c'est des fois pas le plus simple et pas le plus logique, Ouais. mais c'est conçu pour que tout ce que tu veux faire en dev, tu puisses le faire en no code. Ok. Donc moi, déjà, je sais pas coder en Python, non, en vrai, ça m'arrive très très rarement, voire même jamais, de faire appel à des scripts. Si un seul script PHP, c'est un que j'ai fait, c'est un rotator, tu vois. En gros, quand je fais de l'achat de trafic pour, bon, comme tout le monde sait, hein, pour faire ranker les pages, je fais un rotator sur. Donc un rotator, c'est un script PHP qui va en fait récupérer automatiquement une URL dans ma base de données et derrière faire une 301 automatique. Du coup, comme ça, je peux avoir en fait une seule URL, par exemple mon URL slash 301, et à chaque fois que je vais la lancer, ça va récupérer une URL random et ça va faire une redirection 301 en automatique. Et du coup, bah, tu vois, c'est un petit script en PHP, mais voilà, tu dis à ChatGPT de le faire et il te le fait en deux, quoi. Mais c'est vraiment le seul script, je crois, PHP qui tourne aujourd'hui chez Ok. moi. Ok, et puis comme tu dis, tu peux utiliser les deux, quoi. Si vraiment, d'après ce que tu me dis, tu peux vraiment tout faire sur les outils. Et si vraiment tu as Ouais. vraiment un gros blocage, un peu comme sur un WordPress, bah voilà, tu vas mettre un peu de PHP pour Ouais, débloquer. c'est ça. Ouais, si, je t'avoue que si par exemple, si, ouais, je l'utilise aussi PHP parce que tu vois, par exemple, nativement dans WordPress, c'est pas possible de retourner un article de manière aléatoire. Tu vois, en fait, tu peux pas mettre order by rand dans les paramètres de ton WordPress dans l'URL. En fait, ça, tu vois, tu fais un petit script, par exemple PHP, tu mets un ChatGPT, tu l'intègres dans ton fonction.php de ton WordPress. Et derrière, ça me permet de, moi, quand je fais un appel API sur un WordPress, ça me permet en fait d'avoir directement ma nouvelle fonction de tri de manière aléatoire. Si en fait je l'utilise. Ok, ok, stylé. Du coup, tu as cité pas mal d'outils. Est-ce que tu peux nous en redonner deux, enfin trois, entre 3 et 5, parce que je sais plus combien tu en as cité, et puis selon toi, Ouais. qui sont vraiment aujourd'hui les meilleurs. Alors, de base, j'allais dire Zapier. Zapier, c'est vraiment le plus connu, le plus mainstream. Je pense que tout le monde au moins connaît de nom. Mais t'es vite limité, donc c'est pour te faire des trucs ultra simples, mais vite limité. Après, moi, j'utilise du coup Make, qui est un équivalent de Zapier plus et qui a vraiment le vent en poupe avec une grosse communauté française. Donc ça, c'est cool. Pardon. Après, j'allais dire bah, Zeno, parce que moi j'ai toujours utilisé Zeno. Et il y en a beaucoup qui parlent de N8N. Je sais que Clément bosse avec N8N. Moi, j'ai jamais voulu sauter le pas sur N8N et je pense pas le sauter parce que je vois pas l'intérêt enfin, je vois pas l'intérêt. Et potentiellement Automa. Alors là, j'ai pas assez de recul par rapport à ça. Je crois que Michael a une chaîne YouTube par rapport à ça. J'ai pas assez de recul par rapport à Automa. Je sais que c'est plus une extension Chrome. Maintenant, si tu mets, pour moi, ça sert à rien de tout maîtriser, en fait. C'est vraiment quel est ton besoin et c'est un peu le syndrome de l'objet brillant. J'ai envie de te dire, ouais, je vais maîtriser tel outil, tel outil, tel outil. En vrai, tu t'en fous. Tant que tu maîtrises un outil qui arrive à tes fins, pour moi, tous les outils font le taf. Sauf si vraiment demain tu dois aller vraiment aller, je sais pas, taper de l'intranet par exemple, où vraiment il n'y a pas d'API, un vieux truc. Bon bah là, potentiellement, il faudra utiliser des outils comme Zenoposter. Mais dans le cas où tu veux faire des automatisations et derrière interagir avec des outils plus mainstream du type Google, Notion et compagnie, en fait, t'en choisis un et pour moi, tu le ponces. Ouais, je Voilà, suis c'est comme est-ce que tu es bon dans un sport ou alors tu vas être moyen dans certains sports. ouais, 100% d'accord avec toi. J'aime bien toujours, moi, quand je prends des logiciels, des trucs qui demandent des skills. Tu vois, typiquement, un SEMrush, mine de rien, pour bien l'utiliser, c'est quand même des heures et Ouais, des heures c'est d'utilisation, tu vois. ça. Et du coup, Bah, j'aime c'est bien. exactement ça. C'est est-ce que tu prends SEMrush ou alors Href, HREF. SEMrush, Aloscan, Ouais. Rank Explorer, etc. Bah, pour moi, t'en prends un, tu siffles. Mais d'ailleurs, du coup, c'est assez ouf parce que du coup, t'avais commencé sur Zeno, t'es parti sur Make. Donc, tu t'as fait ce que justement, ce pourquoi aujourd'hui, t'essayes de partir sur Make. Est-ce que c'était dur pour toi de changer d'outil et pourquoi Bah, t'as en fait. vrai, ça m'a un peu fait, enfin ouais, ça m'a un peu fait chier au début parce que, et Anto n'a jamais pris le pas, par exemple, Ouais. de switcher. Je sais que lui, il est encore sur Zeno, mais parce que, bon, on n'a pas les mêmes besoins. Ainsi, il est plus sur la partie édition de site, alors que moi, je suis plus sur la partie
process, on va dire mainstream, tu vois, mais vraiment du process, process RH, process admin, etc. Et en fait, bah, le gain de temps. Aujourd'hui, quand tu veux vraiment, comme je disais, aujourd'hui, si tu veux interagir en Slack, Notion, Google Sheets, bah, tu vas prendre 3 fois plus de temps avec du Zenoposter, alors que du Make, c'est tout est fait, quoi. Ok. J'avais noté en gros, qu'est-ce que tu conseillerais à un néophyte comme outil? Bon, je pense que logiquement, si tu parlerais de Make, mais du coup, ce qui me vient en tête, c'est plutôt selon quel besoin tu conseillerais Ouais, plus c'est plus Make, ça. En fait, selon l'édition de site, etc. c'est quel besoin et ça dépend aussi parce que là on parle d'éditeur mais tu vois dans le cas nous chez Séquence on a des clients full RGPD par exemple bah voilà des clients des gros comptes où leur objectif c'est on doit faire de l'automatisation mais RGPD friendly blablabla il faut pas que les data elles sortent et ben en fait tu vois le fait de passer par N8N tu peux tout vu que c'est du open source tu peux tout mettre sur leur serveur. Derrière, on peut utiliser Mistral au lieu d'OpenAI. En fait, tu clusterises un peu toute la data sans que ça sorte. Moi, je pense que c'est vraiment au besoin. C'est-à-dire que voilà, c'est ton besoin. Si tu t'en fous un peu des data RGPD, ou enfin quand je t'en fous, c'est qu'il n'y a pas forcément de confidentialité. Bah, tu peux aller sur du Make, c'est beaucoup plus simple. Maintenant, si demain tu as des soucis aussi de scalabilité, c'est-à-dire que Make, tu payes du coup à l'opération. Donc ça demande, donc ça on va voir plus tard, mais c'est une erreur que j'ai faite et qui m'a coûté cher. Mais N8N c'est du gratuit entre guillemets, c'est-à-dire que bah tu peux lancer en illimité. Si ça bug, bah c'est ton serveur qui va sauter, tu vois. Donc ça dépend vraiment des besoins et je pense que c'est pour ça que Zenoposter aussi était bien. C'est-à-dire que Zenoposter ça tournait en tâche de fond sur ton PC. Bah au bout d'un moment, si tu faisais ce qu'on appelle une loop, donc une boucle infinie, ça tournait en masse, bah tu faisais crasher ton site ou tu pouvais pas arrêter ou tu t'en rendais pas compte et ça te coûtait rien, quoi. Donc Ouais, voilà, je pense que c'est vraiment l'outil quel besoin. C'est un peu voilà comme une langue. Demain tu vas aller tel pays, est-ce que tu apprends l'anglais, espagnol, etc. ouais, ok. Et du coup, tu parlais de crash, etc. T'as souvent des bugs une fois que t'as une automatisation qui tourne, ou alors c'est quelque chose qui est plutôt stable? En vrai, c'est comme du dev. S'il y a un bug, généralement, le problème, il est c'est de ta faute. Je veux dire, il est entre les chaises et le clavier. Ouais, non, normalement, alors t'as toujours des petits bugs. Mais ce qui est bien aussi, avec les outils, alors Make, N8N, no code, entre guillemets, c'est ils mettent à jour, tu vois, OpenAI, là, l'API OpenAI, elle évolue à une vitesse qui est exponentielle. Les mecs qui ont codé à la main, depuis GPT 3.5 par exemple, bah, je pense qu'ils doivent tous retaper la doc de leur code. Là maintenant c'est beaucoup plus compliqué. Alors qu'en fait dans Make, je parle l'exemple de Make, hein, mais le module est déjà tout buggé et tu as juste en fait une liste déroulante où tu changes le modèle et derrière t'as pas tout à recoder. Donc je pense que pour de la maintenance quand tu utilises des outils comme OpenAI, etc., c'est plus simple. Et normalement, non, ça ne bug pas. Enfin, quand c'est bien codé, ça bug pas. Enfin, non, non, normalement. Ok, ok, ok. Alors, la question, on va dire un peu sur ton business model. Donc toi, c'est qui t'es aujourd'hui chez Séquence, ta cible? Enfin, j'imagine, c'est... Alors, au début, en fait, le business model et avec Clément justement, on voulait peut-être faire du bidding public par rapport à ça sur Séquence. C'était une réflexion qu'on avait parce qu'on a quand même pas mal changé de business model au cours enfin, de business model de cible. Parce qu'en fait, l'automatisation pour moi, ça peut toucher tout le monde et personne. Tout le monde en fait, tout le monde en a besoin. Tout le monde est friand du truc. C'est la vibes, notamment depuis que ChatGPT sort. Tu vois, tout le monde se dit ouais, il me le faut, il me le faut, mais il n'y a pas tout le monde qui est prêt à payer ou alors qui comprend. Donc au début, on prenait un peu tout le monde, se dire bah ok, on commence à faire ci, des petits scripts, etc. Et en fait, à terme, on s'est dit écoute, c'est un peu comme du SEO, on arrête les petits clients. Enfin, quand je dis les petits clients, c'est des petits scripts à 500, 1000 euros. Et en fait, aujourd'hui, on essaie vraiment d'aller chercher le grand compte ou l'entreprise qui a vraiment compris. Même si derrière, on a des éditeurs de sites, là, il y a des gros éditeurs de sites avec qui on bosse, où on automatise tout leur réseau de sites, etc., mais qui ont une réelle plus-value. Mais derrière, notre cible, c'est vraiment, en fait, ce qu'on aimerait faire, c'est vraiment d'aller chercher les grands comptes. Et c'est pour ça aussi, enfin, pour moi, mon expérience et l'expérience de Clément sur la partie agence fait qu'on a la légitimité aujourd'hui d'aller accompagner des grands comptes, bah, tu vois, voilà, on bosse avec le CIC par exemple, tu vois, typiquement. Donc, c'est des comptes comme ça à terme qu'on aimerait aller chercher
pour les accompagner et en fait les accompagner aussi petit à petit à l'automatisation. Parce que nous, enfin moi je m'estime pas à faire que de la prod. L'objectif c'est aussi toute la réflexion qu'il y a derrière. Quels sont les outils à aller chercher, comment en fait on réfléchit, en fait comment tu passes d'un process manuel à un process automatique. Et je pense il y a il y a un gros travail à faire d'éducation aux clients là-dessus. Et après, pour tout ce qui est, pourquoi on ne veut pas aller vers les petits, entre guillemets, les petites automatisations, c'est parce qu'il y a aussi de plus en plus de monde aujourd'hui sur le marché. Et en fait, tout simplement, aujourd'hui, il y a de plus en plus de, j'ai appelé freelance solopreneurs qui se lancent dans du make parce que c'est accessible. Voilà, on le voit. Hein, moi, je l'ai vu en un an. Enfin, la courbe, elle a fait que monter. Tout le monde s'y intéresse. Il y a de plus en plus de vidéos. Mais et du coup, forcément, plus de concurrence. Par contre, un petit solopreneur n'aura pas la capacité ou au moins la confiance à aller chercher du grand compte. Et voilà, nous, l'objectif, c'est vraiment d'accompagner les grands comptes sur cette automatisation. Voilà, travailler avec les équipes DSI, tu vois. Tu vois, c'est un peu tous ces challenges par rapport à ça. C'est de se dire, la DSI te dit, bah non, on veut pas utiliser ça. Bah ok. Bah comment on fait pour contourner ce problème de DSI et de proposer en fait une solution qui convient à à tout le monde. Ok. Et au niveau process, est-ce que tu as des choses un peu récurrentes? Moi, je sais que je t'avais posé, j'aimerais bien qu'on bosse ensemble. Mm. Je t'ai dit, j'aimerais bien qu'on fasse l'appel d'offres en automatisation. Ouais. J'imagine que ça va être un truc qui doit revenir assez souvent parce que même mes collègues, là, avec un cas, ils veulent l'automatiser, tu vois. Ça pas mal de temps. Alors, on a deux types, enfin deux types, je vais dire deux types vu qu'il y a quand même une bonne communauté SEO entre Clément et moi. Je pense que la majorité des demandes, c'est quand c'est les éditeurs, c'est Exactement. création de contenu, tout ce qui est création de contenu, calendrier éditorial, tu vois, un peu tout ce qui est ça. Même si maintenant il y a de plus en plus de tools, publication sur les réseaux sociaux, traduction aussi, énormément de traduction. Genre tel article est traduit tu fais un article sur ton site en français, derrière tu le traduis, ça le poste sur tous tes articles en multilingue. Beaucoup lié à ça. Maintenant, les agences, énormément d'audits, énormément de prévente d'audits. Ouais, je sais pas ce que c'est depuis qu'on a parlé à la conférence, on a fait une étude de cas par rapport à ça, où je pense qu'en fait les agences elles se rendent compte aussi que c'est redondant d'aller taper, chercher un screenshot des SEMrush, chercher un screenshot sur SEO Observer, enfin les différentes datas, donc, énormément d'audits. Et après sur les autres business, donc hors SEO, veille aussi, pas mal de veille concurrentielle, de se dire ok, de veille aussi bien Instagram, TikTok, YouTube, qu'est-ce que mes concurrents font comme contenu, être alerté dès qu'un nouveau concurrent fait un nouveau contenu, et de l'analyse, on va dire plus d'admin. Genre, par exemple, quand il y a j'ai un client sur pour faire du Calliope, tu vois, tout ce qui est formulaire, création de PDF qui sont toujours pareils, onboarding client, enfin, tu vois, tout ce qui est lié un peu à l'admin. Je sais que ça, c'est des choses qu'on fait régulièrement par rapport à ça. Ouais, ok. Pas forcément des choses qu'avec l'IA, tu vois. Ouais. On en reparlera automatisation IA parce que c'est deux choses différentes. Par contre, quand tu les combines, moi je sais pas ce que ça fait quand tu, enfin j'ose imaginer, mais je pense Tu vois, par le exemple, profil pour le combiner, là, pour encore un très gros compte qui avait, je crois, 3 ou 4 000 vidéos à analyser de 5 à 10 minutes sur YouTube. Donc, je sais plus combien, je crois que ça faisait 400 ou 500 heures de vidéo. Je sais plus, je te dirais une connerie. En fait, son objectif, c'était de vérifier qu'il n'y avait pas des mots qui étaient liés à tout ce qui est la guerre, etc., le domaine, voilà, des mots-clés interdits, notamment par rapport à ça. Et en fait, s'il fallait les regarder à la main et en fait pondérer en fait la vidéo à la mano, derrière un humain, je crois qu'on a calculé c'était 2 ou 3 mois de taf à temps complet. En fait, tu vois, on a fait un script qui va analyser le contenu du transcript sur YouTube et à l'aide de l'IA derrière va scorer en fait, va donner un score en fonction de différents mots clés ou en fonction d'une intention du texte, donc du transcript YouTube, et derrière va en fait pondérer la note, une note entre 0 et 10, et derrière l'humain il a plus qu'à checker celles qui sont par exemple qui sont pas tout à fait clean, quoi. Ça te pré-mâche le travail, ça te remplace pas à 100%, non. mais je pense que voilà, ça te remplace à 90%, quoi.
Ouais, ça commence à faire pas mal de choses. Tac, petite interruption dans le podcast pour vous rappeler évidemment que cet épisode est sponsorisé par Linkuma. Linkuma, c'est une plateforme qui vous permet d'acheter des backlinks à partir de 7 euros, donc vraiment low cost. Des liens low cost mais efficaces, c'est pour ça qu'on les recommande. Et vous avez notamment aussi une fonctionnalité qu'on adore qui est la délégation de campagne. Donc vous pouvez dire à Linkuma, voici mon site, voici les mots-clés sur lesquels je souhaite me positionner, voire même ne pas leur donner de mots-clés, et eux vont se charger de mener à bien en fait une campagne de netlinking qui va vous pousser sur des mots-clés vraiment stratégiques. Donc si ça vous dit, vous avez évidemment un lien d'affiliation qui se trouve en description, n'hésitez pas à cliquer dessus, vous créer un compte et vous faire votre propre avis, sachant que comme c'est une plateforme qui propose des backlinks à des prix vraiment accessibles, vous pouvez très bien tester à hauteur de 30 euros, donc, ou même 10 euros, ou même 7 euros si vous souhaitez acheter un seul lien le moins cher. Donc franchement, n'hésitez pas, c'est les tops acteurs du marché, ils sont très très cool, si vous avez besoin d'eux, ils sont très disponibles au support, etc. Et surtout, leur campagne pousse très très bien. On en a fait les frais personnellement, donc franchement, c'est vraiment chouette. Donc allez-y et on reprend tout de suite avec le podcast. Bah, si tu veux, on peut s'attarder un peu sur le côté automatisation plus IA, parce que moi, en tout cas, comment je voyais l'automatisation avant d'assister à ta conf du S-Report, je vais prendre un exemple, comme tu dis, nouveau client, création d'un Google Drive, lancement d'un crawl, etc. Tu vois, il n'y a pas d'IA. Sauf que Ouais. tu nous montrais dans ta séquence mec qu'à un moment tu faisais intervenir Alloscan, boum, t'envoyais ça sur Ouais. ChatGPT, boum, tu créais des briefs, boum, tu crées du contenu. Et là en fait tu te rends compte que c'est une autre dimension. Et toi comment tu vois les choses? Parce que pour moi là pour le coup c'est encore... Je suis sûr qu'il y a des choses de fou furieux à faire qui sont encore... Bah ouais, la limite, c'est un peu l'imagination, j'ai envie de te dire. Mais en fait, je pense, c'est de se définir son process manuel. C'est-à-dire, ok, on définit le process manuel. Bon, pour une recherche de mots-clés, j'ai fait une arborescence, pardon, je fais une recherche de mots-clés derrière, plata. Et en fait, je réfléchis à clusteriser ces mots-clés. Mais est-ce que l'IA n'est pas capable de réfléchir à ma place pour clusteriser ces mots-clés? Et à partir de ce moment-là, du coup, tu fais intervenir la brique liée à l'IA. Maintenant, pour moi, c'est ça en fait, c'est pas automatisation, on peut pas forcément dire IA, mais quand tu arrives à coupler la force, du coup, d'OpenAI ou de n'importe quelle IA, et en fait, je pense que c'est ça aussi qui a démocratisé l'automatisation. C'est en fait, on parlait pas d'automatisation, ou alors, enfin, tu vois, très peu avant l'arrivée de ChatGPT. Et maintenant, tout le monde parle que de ça, que de ça, que de ça, que de ça. Alors que, tu vois, nous, ça faisait, enfin, avant, je me rappelle, pour faire du contenu, on allait scraper les autres sites, tu vois. Et pourtant, personne s'intéressait en fait à l'automatisation. Mais maintenant, avec l'IA, je pense que ouais, ça a vraiment démocratisé et on est dans une nouvelle ère où je pense on peut remplacer pas mal de, je vais pas dire des humains, mais pas mal de travail qui est à faible valeur ajoutée Ouais. par en fait l'IA et en fait se dire bah ok, la vraie valeur du consultant elle n'est pas de réfléchir est-ce que le chaussure de sécurité il se cannibalise avec chaussure de sécurité homme. Non, ça l'humain il s'en fout, tu vois. La valeur c'est de se dire ok, par rapport à Starbo, comment derrière on fait une vraie strat. Et je pense qu'en fait tout ce qui peut être délégué en fait ça va être un peu voilà, tout ce qui peut être délégué à un stagiaire pour moi ça peut être remplacé par un script, donc l'automatisation. Et donc en fait derrière tu focalises vraiment ta réelle valeur ajoutée du consultant parce que lui en vrai moi pour être passé en agence ça me faisait chier de faire de la catégorisation de mots clés et aujourd'hui on a la chance entre guillemets de pouvoir avoir l'IA pour ça quoi. Ouais. Mais là-dessus, tu vois, typiquement, c'est vrai que le process est tellement... normalement, hein, c'est toujours la même chose. Donc, je prends mon exemple de services dans le marketing digital, même particulièrement dans le SEO. Voilà, audit concurrent, audit sémantique on-site, je sais pas moi, analyse KGR, création de roadmap contenu, création de cocon, etc. Que, en fait, toi, c'est ce que tu montrais au SEO Camp, et on va peut-être pouvoir prendre l'exemple que moi j'ai beaucoup aimé, c'était le Larbo, parce que pour moi, Larbo, c'est quand même Ouais. un gros boulot. Comment tu fais intervenir déjà, en gros, rapidement, comment tu construis ta séquence et où est-ce que tu fais intervenir l'IA et jusqu'où Ok. tu vas et l'humain il arrive où à la fin pour avoir sa valeur ajoutée quoi. Bah, en fait, à la base, déjà, c'est de se dire, OK, manuellement, bah, comment tu fais une arme? Alors, moi, là, c'était pour le cas d'un client. Donc, le client m'a dit, bah, moi, je fais ma recherche de mots-clés sur SEMrush et j'exporte au format Excel. Ensuite, une fois que j'ai ça, je vais aller vérifier, clusteriser, que chacun des mots-clés, en fait, assigner des clusters, catégoriser chacun des mots-clés et je vais les décannibaliser à la main. Alors aujourd'hui, il y a des outils comme un 2Page et compagnie qui font qu'on décannibalise. Puis, une fois que j'ai décannibalisé mes articles, enfin mes mots-clés, pardon,
j'en identifie le mot-clé principal. Donc, quel est le mot-clé principal, etc. Et je fais ça sur ma liste de 1000, 2000, 3000 mots. Bon. Nous, on s'est dit, bah, est-ce que déjà, il n'y a pas des outils qui font ça? Alors, on a regardé SEMrush, pas forcément ouf. Et en fait, Stéphane nous avait dit, moi j'avais contacté Stéphane, il nous avait dit que sur Alloscan, il y a cette fonctionnalité de décannibalisation. Donc en fait, le fait de se dire, bah, à partir d'une liste de mots-clés, tu lui rentres la liste de mots-clés et les datas que Alloscan a, bah, derrière, il va du coup, lui, entre guillemets, de ressortir les clusters. Donc en fait, de ressortir le mot-clé principal et les mots-clés secondaires. Et du coup, toi, il te suffit de récupérer ces mots-clés principaux, pardon. Donc, tu récupères tous ces mots-clés principaux. Et par rapport à ça, du coup, ton argot, bah, en fait, là, c'est là que normalement, l'humain, il va dire, bah, OK, là, c'est de la catégorie A, la catégorie B. Et ben, en fait, tu donnes à ChatGPT le prompt, tu dis, bah, OK, à partir vraiment de ces mots-clés principaux, comment tu me fais une argot qui est optimisée SEO? Alors là, il y avait du travail de prompting, tu vois. Je crois que de tête, on a mis plus d'un jour à faire un prompt qui soit vraiment cohérent parce qu'on voulait vraiment un truc qui soit parfait. Et voilà, faire un prompt parfait, bah, ça se travaille. Après, maintenant, je pense que ouais, c'est du prompting, hein, c'est notre compétence, mais c'est du prompting. Et au final, derrière, toi, l'humain, il a plus qu'à, on va dire, valider l'argot qui est jamais parfaite, mais qui a 90% du taf qui est fait. Et du coup, au lieu de prendre, je crois qu'il mettait entre un jour et un jour et demi par argot, en moyenne, hein, sur des mots-clés, bah derrière, ça te prend 1 heure, parce que du coup, toi, ça t'arrive un fichier Xmind, et derrière, tu n'as plus qu'à drag and drop, supprimer, ajouter, modifier, et terminer, quoi. Ouais. Moi, comment je vois les choses là-dessus, tu vois, c'est en gros, j'ai beaucoup aimé quand tu as dit en fait au SEO Camp que tu pouvais rafraîchir. En gros, premier arbo, ouais, ok, ça va, c'est pas mal. Deuxième arbo, Ouais. troisième arbo, et du coup, je vois vraiment ça en mode, tu vois, plus en mode, tu vois, brainstorming, ok, ça c'est une bonne idée, etc. Mais à la fin, Ouais, c'est ça aussi. le consultant, il pioche à droite à gauche, il C'est garde son ça. process, parce que moi j'aime bien parler de bon sens en SEO. Tu vois, il y a des J'aime choses en aussi, hein. mode produit, catégorie, service, localité. C'est ça. Tu vois, t'as même pas besoin de faire des cannibalisations dans tous les sens de la low scan. Et là, bam, tu rajoutes à ça tes long trains, j'imagine, avec tout ça. Donc, Bah, en fait, c'est ça. Et du coup, de tête, ça met entre 3 et 5 minutes pour générer une arbo. ouais, Donc, tu peux lui en faire générer 5-6. Et vu qu'OpenAI, dans le prompt, on a mis une température qui lui laissait assez de laxisme. Donc, en fait, il va avoir on va dire en fait, ça va être pas ultra différent entre chaque, mais on va quand même avoir des résultats différents. Et du coup, ça va te sortir, bah, comme tu dis, tu pioches à droite à gauche, et derrière, toi, tu peux refaire ton arbre. Ça peut être un process. Après, chacun a sa vision du process. Mais pour moi, c'est comme je dis, ça te fait 80% du taf. Et là, l'humain derrière, il est là, le consultant, il est là pour se dire, OK, là, il y a vraiment de la plus-value. Toute la prod a été gérée par l'IA. Et en fait, bah, du coup, au lieu de prendre toi, tu vas toujours vendre le même prix ton arbo, en fait. Et au lieu que ça t'aura pris un jour, bah, ça va te prendre 2 heures, quoi. ok, bon bah là, du coup, tu me fais une passe décisive pour lui parler du TJM. Moi, là-dessus, alors comment tu vois les choses? Est-ce que nous, en tant que prestataire de service, on diminue le TJM parce qu'en fait, ça prend beaucoup moins de temps? Ou alors, est-ce qu'on assume, on passe le même temps et on fait un travail 3 fois plus quali? Parce qu'en fait, on a assisté et du coup, on va plus rentrer dans le fond, dans la strat, faire quelque chose de vraiment très très quali, tu vois. Là, tu parles en tant que consultant SEO, du coup. Enfin, en tant Ouais, que du coup, on va dire service marketing global. service market. Pour moi, c'est pas parce que tu as automatisé que tu dois vendre moins cher. Mais pour autant, je veux dire, je suis même pas sûr que le client, il a à le savoir, au fond de lui, que ce soit automatisé. Parce que toi, s'il est content de ce que tu lui délivres et que tu as délivré en 1 heure ce qu'un autre va délivrer en 3 jours, bah, tu t'en fous parce que toi, tu auras investi, alors soit tu auras investi quelqu'un qui l'a fait, soit tu auras fait la R&D toi-même. Mhm. Mais pour moi, non, pour moi, c'est vraiment de la R&D. C'est vraiment de la. Non, non, pour moi, tu dois pas te sous-évaluer ton TGM. Mais du coup, je sais pas, tu vends ton arbo 1 000 euros, par exemple, bah, en fait, contrairement à un autre, pour tes 1 000 euros, tu seras beaucoup plus qualifié qu'un autre, en fait. Et donc, tu vas sortir du lot, tu vois. Ok. Moi, Moi, là-dessus, je le moi, vois vraiment comme ça. Pour moi, il faut pas. ok. Moi, comment je le vois, si demain j'arrive à avoir quelque chose de très très clean en termes d'IA avec tous mes process que j'ai actuellement, je serai transparent et je dirai au client, bah, en fait, pour le même temps, on va faire 3 fois plus. Donc le TJM, il reste le même, peu importe, t'assumes.
Mais en gros, on va avoir un process qui va aller beaucoup plus vite sur toutes les frictions qui servent à rien du consultant, type créer un projet, créer un drive, Ouais, lancer ci et lancer ça. On va passer le même temps. Simplement, le consultant, il va passer ce temps-là voilà, à benchmark, enfin, à ouais, réfléchir, ouais, à avoir une valeur vraiment humaine. Et de toute façon, on le voit, l'IA, hein, nous qui l'utilisons pas mal en SEO, ce qui fait la diff, c'est vraiment le moment où l'humain, il commence à se dire, bah, en fait, il commence à apporter de la valeur humaine, tu vois, il commence à c'est apporter de ça. la donnée, et de la donnée que l'IA peut pas donner, etc. Tu vois. Donc moi, je le verrais plus Non, mais comme je suis ça. d'accord. En mode, Mais du coup, c'est-à-dire qu'une arbo, demain, tu dois vendre une arbo, je reste sur 1000 euros. ouais. 1000 euros, tu vas lui dire quoi, mec, En mon consultant, gros, il va passer 3 heures plus, enfin 3 fois plus de temps que le concurrent? ouais, moi, je voudrais ça. En fait, je voudrais que, aujourd'hui, moi, par exemple, je suis à, admettons, 500 euros ma journée en TJM. Aujourd'hui, l'audit sémantique global, admettons qu'ils prennent une journée en mode focus. Analyse de concurrents, analyse on-site, analyse KGR, cocon sémantique, roadmap contenu, une journée. Mhm. Je sais ce que mes consultants ils peuvent faire en une journée aujourd'hui. La qualité qu'on peut réussir à avoir en une journée de travail. Ouais. Je voudrais que ça prenne le même temps, la même journée, sauf que grâce à l'IA, ils vont te faire quelque chose de beaucoup plus poussé, comme si qu'en fait ils te refaisaient un audit sémantique par-dessus le premier qu'ils avaient fait, tu vois. Ouais, mais du coup, au bout d'un moment, t'as pas forcément d'autres choses à aller chercher. Alors, tu peux toujours aller chercher dans du micro-détail, je suis Ah d'accord. ouais, en plus, Mais si t'es une niche, par exemple, t'as eu une agence, ouais, ouais, ouais. tu sais que Ouais, ouais, je suis tu d'accord. vois, il faut quand même challenger, il faut quand même Je aller suis plus loin. d'accord. Et Mais là, en du coup, fait, c'est ce niveau-là. moi, mais en vrai, c'est cool d'avoir une discussion comme ça parce que du coup, pour moi, c'est un peu la loi de Pareto. 20% du taf fait 80, enfin, attends, c'est quoi? C'est 80% ouais, c'est 20% de ce que tu fais fait 80% du taf. Est-ce que les 80% restants vont faire que si ton consultant il passe plus de temps, c'est ça qui va faire, je sais pas, tu vois, Bonne mais question. c'est une bonne démarche aussi. Bonne question. En tout cas, moi, moi, c'est sûr que si je fais un audit en 2 heures, je le vendrai pas 500 balles, tu vois. C'est dans mon éthique, je peux pas. Ok. Mais par contre, je préfère. Bah moi, tu vois, pour moi, je vois pas pourquoi, parce que c'est pas du vol. Enfin, ouais. Après, ça, c'est vraiment comme tu dis, c'est chacun une question d'éthique entre guillemets. Mais pour moi, il vaut les 500 euros parce qu'en fait, t'as soit passé ton temps à faire l'R&D, soit t'as payé un mec qui, il faut bien que tu l'amortisses aussi ce coût de De rien, entre ouais. guillemets de prestation que t'as pris. Ça se tient, ça se tient. Ou alors, tu peux aussi vendre moins cher et faire plus de volume. Tu commences à travailler avec Oui. les petits budgets. Du coup, t'es plus à l'usine, quoi. T'es plus à l'usine, ou alors tu vends, comme je te disais, plus ma vision beaucoup plus cher, mais là, du coup, tu travailles sur des beaucoup plus gros comptes, tu vois, tu peux Ouais. mettre beaucoup plus de temps de travail. Dans tous les cas, les deux solutions se tiennent. Moi, Ça, j'avoue, c'est un débat petit en prix, commentaire. Il faudrait qu'ils nous disent ce qu'ils en pensent. ouais, 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 franchement, ça serait, mais je pense que t'auras les deux. T'auras les deux. Ouais, T'auras les je agences sais pas. En vrai, je DIY. suis sceptique sur qu'est-ce que font les deux. D'ailleurs, à ce sujet-là, bah, on en revient, mais comment tu vois l'avenir, toi, là-dessus? Déjà sur les petits. Est-ce que, déjà, en termes d'adoption, est-ce que tu vois que ça adopte vite, plus sur les petites, sur les grosses entreprises? Enfin, alors, ça adopte, c'est un grand mot. Ça s'intéresse, on Ça va dire. Je vais s'intéresse. plus dire ça s'intéresse. Tu vois, on a pris un stand avec Clément, justement, c'est ce qui a un peu lancé notre boîte séquence au salon du All for Customer à Paris. C'était fin mars. Donc, c'est le plus gros, je pense, salon lié à la relation client un peu en France. Il y a des gros acteurs. Et tu vois que les boîtes commencent à s'intéresser à l'IA. Mais pour moi, l'automatisation, c'est l'étape après l'IA. C'est-à-dire quand déjà les gens commencent à s'intéresser à ChatGPT, et là, je pense même pas que aujourd'hui, en fait, il faudrait voir, hein, mais avec les comptes avec lesquels on travaille, enfin, on échange et qu'on travaille, pour moi, il y en a beaucoup qui n'utilisent pas encore ChatGPT dans les boîtes. Ils sont au courant. Nous, je pense qu'on est un peu je veux pas dire en avance, mais enfin ceux qui utilisent aujourd'hui ChatGPT de manière quotidienne, je te parle vraiment quotidienne, enfin comme toi, comme moi, enfin voilà, moi c'est aujourd'hui, j'utilise plus que ça presque, et bah, je pense qu'on est très peu. Et dans les boîtes aujourd'hui, il y a voilà, ça commence à se mettre en place. Il y a toutes ces notions de RGPD, de qu'est-ce qu'on fait de mes data, où aujourd'hui les gens sont de plus en plus, on va dire, intéressés par ça, en fait, se dire, bah, ok, mes data, il faut qu'elles soient protégées. C'est encore un peu flou. Donc, tu vois, je pense qu'on est dans un microcosme où on se dit, bah, tout le monde utilise, mais en fait, je suis pas sûr qu'il y ait énormément de gens. Alors, en France, je te parle.
Aux US, je pense que ils sont largement plus en avance que nous. Ouais. Mais pour moi, ça va tendre parce qu'aujourd'hui, soit les salariés, tout ce qui est la sous-traitance, ça coûte de plus en plus cher. Donc en fait, à terme, les boîtes vont automatiser, je pense, de plus en plus. Et inconsciemment, vu qu'il y aura ça sera de plus en plus facile d'automatiser, tu auras de plus en plus d'acteurs. Donc plus tu as d'acteurs, plus forcément le coût de prod est moins cher, quoi. Donc je pense que ça sera accessible à plus de monde. Et c'est un peu à force de matraquer quand les gens vont voir l'automatisation. C'est pour ça qu'aussi moi j'essaie de faire pas mal d'études de cas sur YouTube, LinkedIn. Parce qu'en fait, sur Twitter, par exemple, la cible Twitter, tu vois, je sais qu'elle a compris l'automatisation. Alors que la cible LinkedIn, il y a plus à évangéliser là-dessus. Et les process sont c'est beaucoup plus long, en fait, et puis pareil, à faire, va faire voter le budget à un mec du COMEX, qui sait même pas ce que c'est de ChatGPT. Alors, tu vois, des fois, les mecs qui ont les budgets, ils savent même pas que c'est possible. Donc, tu vois, tu as vraiment une phase d'éducation. Et je pense que c'est à terme, dans 2, 3 ans, quand les gens commenceront à comprendre. Aujourd'hui, tu vois, le SEO, tout le monde sait qu'il faut en faire. Une boîte, demain, elle se lance, tout le monde sait qu'il faut faire du SEO. Je pense et j'espère que dans 3, 5 ans, dès que tu lances une boîte, les mecs, ils se diront, il faudra faire avec l'IA, avec l'automatisation, etc. Ouais, moi je pense que ça peut même aller plus vite. Je sais pas si tu as assisté à la conférence de Nicolas Nguyen de CMJ au SEO. À moitié. À moitié, elle était cool. En vrai, Ouais. c'est sur ce sujet-là, en fait, il a fait, parce que lui, il a une grosse base de données, du coup, sa base de données, c'est des clients qui utilisent son IA. Et Ouais. il leur a fait des questionnaires, voilà, au niveau de l'adoption de l'IA. Comment, selon eux, est-ce que l'IA est un peu importante, plutôt cool, super, tu sais, genre indispensable, etc. Ouais. Et en fait, ce qu'il en a conclu, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une phase, on va dire, alors je te dirai pas les mots qu'il a dit, mais Ouais, en bien sûr. gros, où tu vas avoir à peu près un quart des gens qui n'utilisent pas du tout l'IA, un quart des gens qui l'utilisent à fond, peut-être comme toi et moi, peut-être plus même toi que moi, vu que toi, t'es vraiment dedans, quoi. La grande partie des utilisateurs qui sont là en mode, bah ouais, c'est utile, en gros, j'en ai besoin pour écrire un mail, parfois je vais l'utiliser, je vais ouvrir ChatGPT, etc. Ouais, mais je pense que ça dépend vraiment du secteur. Là, ça se trouve, il a identifié des secteurs du marketing, tu vois, ou du SEO. Ouais, bah en fait, c'est la même cible que toi. En gros, c'est la Ok. cible des gens qui bossent dans le marketing, dans les grosses boîtes, etc. Tu vois. Et il en a conclu que là, on est dans une phase d'adoption. Parce que, tu Ouais, c'est vois, ça. c'est en train de. Tu vois, t'as plus qu'un seul quart qui ne l'utilise pas, etc. Tu vois. Et lorsque tu vois le quart qui sont à fond dedans va devenir majoritaire, on sera dans une phase d'industrialisation. C'est C'est-à-dire que ça. là, ça va rentrer dans les fiches métiers, tu vois. Tu vas recruter un mec, il y aura marqué utilisation de ChatGPT, tu vois. Il y aura un bullet point dessus, tu vois. Et là, ça va Ouais, je pense que c'est des nouvelles compétences à adopter, hein, aussi bien le no-code que, parce que, ouais, ChatGPT. Après, moi, ce qui m'embête un peu, c'est que tout le monde peut se dire expert ChatGPT. Et pour avoir fait des prompts, pour avoir vu Clément, qui, je pense, oh, est un des meilleurs que je connaisse dans le prompting, euh, quand je vois qu'il a passé 2 jours non-stop pour faire des argots, pour faire des plans de rédaction, etc. Et alors que d'autres qui savent juste faire un pseudo prompt, qui vont dire je te vois une formation, tu vois, c'est ça en fait la problème que j'ai un peu de mal avec ce expert ChatGPT. Et du coup, comme tu dis, quelle est la compétence vraiment de ChatGPT, tu vois? Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Mais je suis d'accord avec toi que pour ça va être tourné quand ça va. Ça va être bah, de toute façon, c'est les grosses entreprises qui ont la clé parce que quand c'est eux qui ont le budget, c'est eux qui recrutent massivement, etc. Clairement, l'IA, on n'est pas encore dans l'industrialisation, mais c'est intégré. Ouais. L'automatisation, pour moi, c'est vraiment, c'est au tout début, quoi. Là, t'es vraiment Ouais, à la c'est phase. vraiment le tout début. Ouais, je pense qu'on est vraiment dans le tout début. Et c'est pour ça que quand je reviens sur le salon, mais tu vois, quand en fait, il y avait vraiment trois types de personnes. Les mecs qui vraiment sont avant-gardistes et quand ils venaient nous voir, ils me disaient, ah ouais, putain, là, je vois vraiment la révolution qu'il y a, je vois vraiment le truc. T'as la moitié qui disent, comme tu dis, en fait, exactement, ouais, c'est possible, ouais, ça serait bien, mais qui, en fait, au fond d'eux, ils en ont rien à foutre et ils disent, je ferai plus tard. Et t'en as une infime partie, enfin, une partie qui se disent, bah non, je vois pas en fait en quoi ça pourrait m'être utile. Mais encore une fois, est-ce que t'es avant-gardiste ou pas? Mais Ça, tu sais, c'est qui les avant-gardistes sur ce sujet? les passionnés, je Le site. pense. C'est les éditeurs de sites. C'est vous qui avez Ouais, c'est les ça. premiers à utiliser les process d'automatisation, quoi. Quand je vois que Paul, il avait fait une conférence au SEO Camp 2020, du
coup 2022, sur OpenAI, avant que ChatGPT sorte, bah, tu vois que là, c'est de l'avant-gardiste pur et dur. Ouais. Avant que ChatGPT sorte, il fallait juste taper l'API. Bah, voilà, mais tu dis ça, il y a que 2 ans, en fait. Et aujourd'hui, tu vois, comme le marché a été amené à évoluer. Ouais, clairement. Moi, de toute façon, ouais, pour moi, ça va vraiment bouger. Mais Bah, je pense aussi, moi, c'est aussi pour ça que j'ai pris un peu le pivot. Alors, d'autant plus que je sais que j'aime pas que le SEO me saoule, mais tu vois, ça fait 8 ans et que j'aime bien, enfin voilà, tout ça. Mais je pense qu'il faut prendre le pivot à un certain moment par rapport à ça, parce que bah voilà, en fait, c'est un pari en fait. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux parier sur le fait que ça va marcher demain? Bah moi je pense que oui. Comme les mecs qui croient à la crypto, tu vois. Pour moi c'est un peu c'est le même style. T'as des mecs qui ont cru à la crypto en 2010 et d'autres qui n'ont jamais cru, ils y croiront jamais. Bah, pour moi c'est exactement le même truc. C'est un pari. Aujourd'hui, pour moi je pense qu'il faut prendre le pic. ouais, non, mais c'est clair. De toute façon, en tout cas, les entrepreneurs de TPE savent qu'ils comprennent très rapidement l'intérêt que ça peut avoir. Et d'un point Mais de il vue. faut pas, mais il faut pas oublier que nous, on est un peu un microcosme. Enfin, tu vois, l'industrie enfin, dans le monde je pense, dans le monde du travail. Enfin, je veux dire, on est une partie déjà le web. Alors en plus, sur la partie IA, SEO, IA, enfin, je veux dire, c'est une infime partie, quoi. Ah bah oui, clairement. Là, même, tu me disais au SEO Camp, tu avais déjà des gens qui commençaient à comprendre. Alors t'imagines, tu vas Ah au ouais. 15e étage d'une tour de la Défense, je peux te dire, Ouais, c'est ça. ils savent même pas ce que c'est, mec, hein. Non, bah non, puis c'est pas leur objectif. Et d'un point de vue sociétal, on va terminer là-dessus pour vraiment au niveau de l'automatisation des IA. Parce que Ouais. toi, tu es en train de façonner, entre guillemets, la société en faisant ce que tu fais. Comment tu vois les choses? Est-ce qu'on va avoir moins de temps de travail, un revenu universel, ou alors on va avoir beaucoup plus de valeur créative, Comment tu vois les choses, hein? Est-ce que tu as, on va dire, ouais, une sorte de Sur la pression? partie vraiment personnelle, du coup. Enfin, quand je dis personnelle, dans ton quotidien, en fait. Je Moi, veux je dire. dirais vraiment sociétal. En gros, comment va être le monde dans 50 ans? Non, j'exagère, mais tu vois, est-ce que tu as un pressentiment un peu sur... Je sais pas. Moi, enfin, je crains pas. Enfin, ça, je vois bien le truc où quand l'IA va arriver, les assistants, en fait, que tu as un assistant à toi, en mode quand l'IA va arriver vraiment dans les iPhones, hein, typiquement, et te dire, bah, ok, où je dis juste, prends-moi un rendez-vous avec Antoine ou invite Antoine à manger, tu vois, ça va directement chercher dans ton calendrier tes dispo, est-ce qu'on va manger ensemble, blabla, etc. Et ça te calcule une date automatiquement sans rien qu'on fasse. Pareil, tu dis demain j'ai envie de partir, je sais pas, à Malte, une semaine, j'ai un budget de 2000 balles. Ok, bah ça te réserve tout, ton hôtel, tes vols en fonction de ton calendrier. Je sais pas, pour moi ça serait bien. Maintenant, est-ce qu'on va y arriver? Quand? Est-ce que on est, je sais pas. Franchement, je pense qu'on va tendre à ça. Ouais, moi, pour moi, Mais on va se je sais pas par diriger, rapport à toi. on va se diriger là-dessus. De toute façon, forcément, si ça développe le confort humain, je vois pas pourquoi ça serait pas une tendance, quoi. Mais la question aussi que je me pose, c'est du coup, t'imagines, euh, tout, toute la labeur, tu vois, tout le côté, en fait, il faut travailler, il faut mettre du temps pour faire des choses. En quoi ça va se transformer si demain, je sais pas, moi, Bah, scroller sur TikTok, hein. Et du coup, à faire, et les autres, ils font des sous, le malheur des uns fait le bonheur des autres, hein. c'est possible. Non, mais je suis d'accord avec toi, je pense que, ouais, je sais pas, moi, tu vois, on m'avait toujours dit 80% des métiers de demain sont pas créés. Et je m'étais toujours dit, c'est pas possible. Tu vois, en mode, vas-y, on t'explique ça en sixième, ouais, 80% des métiers de demain n'existent pas, blablabla. Tu te dis, c'est pas vrai, il y aura forcément des développeurs informatiques. Et en fait, là, je t'avoue que ça a rabattu un peu les cartes. Tu vois, j'en parlais encore la semaine dernière avec mes parents, et je me disais, bah, dans 10 ans, par exemple, je sais pas, parce que si ça va aussi vite, est-ce qu'on fera toujours du SEO? Est-ce qu'on fera de l'IA? Est-ce qu'on fera autre chose? Alors, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on est amené à s'adapter vite, mais tu as des jobs de mecs qui sont pas forcément passionnés. Bah, je me dis, ceux qui ont notre âge, qui sont pas forcément passionnés, qui sont dans des métiers, on va dire, alimentaires, mais aussi bien d'un point de vue market, hein, dans une agence de com, et que le mec, il veut juste faire son petit taf 9h-18h, bah, est-ce que vraiment, dans 30 ans, il fera toujours ce qu'il fait? Bah, je sais pas. Ouais. Et moi, pour moi, ça va pas aller si vite, non pas d'un point de vue problème technologique, etc., mais plus d'un point de vue adoption. Donc peut-être que la techno, elle sera là, mais le temps d'adoption va être très très long, tu vois. C'est quoi que t'appelles à long? Bah, genre Internet, c'était adopté en 10 ans, tu vois, 15 ans. les entreprises qui vraiment vont implémenter.
vont vraiment implémenter l'automatisation, l'IA, etc., etc., tu vois. À mon avis, ça va prendre des années, ça, des dizaines d'années même. Tu penses? Ouais. Ouais, Ok. ouais. Je pense que Alors, moi, les j'étais petites plus boîtes, sur une ordre de 5 à 10 ans, tu vois. je pense même que parce que tu sais, il y a un cycle, il paraît, dans les très très grandes entreprises, qu'en fait, elles s'effondrent et il y en a une autre qui fait la même chose qui repasse dessus. Et je pense qu'en fait, c'est peut-être ça aussi que ça veut, enfin, tu vois, c'est des théories, Ouais. mais c'est peut-être les petites boîtes, en fait, qui vont adopter, et ça va leur permettre de se développer, et de repasser, de revenir les multinationales. Les multinationales, elles n'auront pas réussi à bouger, parce que problème RH, problème Ouais. d'éthique, problème de je sais pas quoi, tu vois. Ouais, ouais, ça se tient, ça se tient. Seul l'avenir nous le dira. C'est l'avenir nous le On dira. pourrait débattre des heures et des heures là-dessus, mais c'est Mais intéressant. ça me rend fou, moi, parce que je me dis, mais vraiment, on va rentrer dans un monde où on n'aura plus de temps de travail, on va tous avoir une passion, qu'est-ce qu'on va faire? On va être tous en mode juste des consommateurs de contenu, ou alors on Ouais, va moi, être je des pense créateurs de... on tend à devenir ça, consommateur de manière générale. Contenu comme consommateur. Enfin, passer ton temps à consommer. Enfin, je pense. Ouais, c'est un peu badant si c'est ça, hein. Ça fait un peu Matrix, quoi. Un peu. Et sinon, est-ce que tu as des passions, Giovanni, dans la vie? De foot, passionné de foot et passionné moi de mon travail. Hein. Enfin, je veux dire, je bosse, on va dire, je pense entre 70 et 80 heures par semaine, tu vois. Ah oui. Ouais, entre 10 et 12 heures par jour devant le PC. Et ouais, je pense que j'ai la chance d'être vraiment passionné par mon taf. Et voilà, après un peu de sport, tennis et foot, pas mal. Les Ok. voyages, tu vois, j'essaie de bouger quand même 7-8 fois dans l'année. Enfin, donc j'essaie toujours de partir un peu à chaque. Ah, Mais c'est voilà, cool, vraiment ça. c'est faux, ouais, t'es limite un digital nomade, en fait. Ouais, je pars des petites semaines, tu vois, enfin 4-5 jours, mais le fait de pouvoir bosser Mm. et de connaître un peu des gens un peu de partout aussi, tu vois, à Malte, en Thaïlande, etc. Ça me permet aussi de bouger facilement et d'aller voir d'autres gars. Voilà. Vraiment, c'est sûr que ça c'est intéressant ça. Et c'est ça aussi que je retrouve, contrairement à quand j'avais l'agence, tu vois. Et moi je pense que je me mets à ta place il y a 2 ans où je pouvais pas avoir cette liberté de faire ça parce Mm. que c'est pas possible quand t'es salarié, t'es obligé. Enfin, même si t'es pas obligé inconsciemment, ça avance pas. Du coup, tu nous parlais de tes passions, donc fan de l'OL, c'est ça? Non, Saint-Étienne. C'est Saint-Étienne. pas parce que je suis à Lyon que fan de l'OL. Hein. Mais ouais, mais je le crie pas sur tous les toits. Cette Ok. année. Bah, là, ça y est, trop tard, tu viens de le faire, du coup. On va, on Mais va, on ouais, va et du coup péter ça, on passionné. va balancer ça sur tous les shorts, etc. Ouais, tu m'étonnes. Non, voilà, passion, le taf. Je pense vraiment, ouais, Ouais, R&D, taf et un peu de voyage et tennis et foot. ok, ça marche. Du coup, on va partir sur les questions des auditeurs. Alors, première question, quelles sont selon toi les erreurs qu'on peut retrouver sur l'automatisation récurrente? Les erreurs les plus courantes, c'est de d'aller trop. Oh, attends, tu peux faire là. Je me suis perdu. Attends, quelles sont les erreurs? Ouais, du coup, les erreurs les plus communes, je pense, c'est vraiment de vouloir aller tout automatiser et vraiment pas de réfléchir en amont à vraiment ce qu'on veut faire. C'est-à-dire se dire, pas avoir de vision, se dire, je veux partir de ça pour arriver à ça. Pour moi, vraiment, le process à faire, c'est vraiment de définir manuellement. Moi, j'utilise le tableau blanc, le papier, pour vraiment écrire en fait le process. Manuellement, je fais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Quelles sont mes étapes à faire? Une fois que j'ai fait ça, vers quoi j'ai envie d'arriver? Est-ce que qu'est-ce qui ne me va pas? Qu'est-ce qui me va? Prendre un petit échantillon, se dire ok ça sur ces quelques mots clés, ce résultat ne me va pas. Pourquoi? Pour en fait derrière du coup coder ton automatisation la mieux et vraiment étape par étape. Le fait d'avoir écrit étape par étape sur un papier, pour moi, tu visualises mieux et vraiment, en fait, derrière, ça te permet d'arriver à tes fins. Ok. Donc en gros, toi, tu pars plus du besoin que de la technique et après tu Ah transformes. ouais, toujours. Toujours, c'est OK, qu'est-ce que tu as besoin? Quelle est la sortie que tu veux? Quelle est l'entrée que tu veux? À partir de ça, pour arriver à ta sortie par rapport à ton entrée, quelles sont les étapes manuelles que tu fais? Je fais ci, je fais ça, je vais sur SIM, je fais ça. Une fois que tu as tout ça, c'est 80% du travail, ça. Parce que c'est ta conception. Plus tu réfléchis de manière logique, après, c'est plus de l'application, en fait. C'est demain, comment tu le codes pour que la machine, elle le fasse à ta place. Mais ça,
te dire, c'est pas. Enfin, Ouais, je vois, parce que j'imagine quand tu es dans l'opérationnel, tu dis, ah, il y a une petite opportunité ici, bam, je rajoute une séquence à gauche, et là, tu commences à faire et des- bah ouais, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, à chaque fois, parce que tu vas vouloir coder un truc et te dire, putain, je peux ajouter ça, ajouter ça. Et en fait, c'est pas parce que tu penses ajouter juste un petit truc. Des fois, l'automatisation, faut tout refaire de zéro. Et donc vraiment, des fois, même des choses qui te semblent anodines à ajouter, bah, c'est comme tu y as réfléchi avant, bah, ça marche pas. Alors que si vraiment tu y as réfléchi avant et tu as mis tout ce que tu voulais, bah, normalement, tu n'as plus de soucis. Moi, c'est vraiment ce que je conseille, c'est de vraiment détailler ton process manuellement. Passer la moitié de ton temps, il doit passer là-dessus, hein. Après, le reste, c'est que de la pratique. Ok, ça marche. Question du coup, hop, attends, je récupère les questions. Tac. Mince, bon, on fera un petit cut. Ouais. Euh, Une que tu peux ajouter, c'est quelle est l'erreur que j'ai déjà fait en automatisation, tu vois. Quelle est ta plus grosse que moi, j'ai eu, quel fail, en fait, tu vois. ok. Et du coup, toi, c'est quoi ta plus grosse erreur que t'as rencontrée maintenant? Moi, là, je sais que pour bah, j'avais utilisé tous mes crédits Make. Alors, Make, c'est pas ultra cher, tu vois, mais par exemple, je crois que c'était 10 ou 20 dollars, tu vois, juste parce que j'avais mal fait, en fait, une boucle. J'avais oublié de mettre un filtre. En fait, je m'étais retrouvé à niquer mes 10 000 opérations en l'espace de 10 minutes, tu vois. Donc, bon là, c'est 10 dollars, mais par exemple, je sais que mon associé, enfin, mon ancien associé, il a fait un SaaS sur Bubble et Make. Et il m'a envoyé un message ce matin, il m'a dit, bah lui, il a fait une erreur dans Bubble. Donc, il y a un outil Bubble, c'est un outil no-code pour créer des SaaS. Ça lui a coûté 400 balles. Donc, tu vois, le fait, 400 balles d'OpenAI. Donc, non, même pas d'OpenAI, de Bubble. Enfin, de coup, Bubble, OpenAI, Make, tout confondu. Donc, en fait, je pense que pour revenir à ma première, enfin, la première question, de se dire, bah, en fait, le fait de réfléchir vraiment, tu limites ça. Et ça peut vite coûter cher si tu implémentes différents outils qui coûtent des sous, parce qu'OpenAI, tu payes à la requête, etc. Ça peut vite te coûter cher. Donc voilà, ça c'est vraiment faire Ok, ah attention à ça. ouais, alors ça, pareil, tu vois, c'est un truc que je vois pas, enfin, je visualise mal. Mais du coup, quasiment tous les outils sur lesquels tu vas chercher de la donnée, tu payes à chaque crawl. Comment ça marche à ce Ça niveau-là? dépend, mais tu vois, par exemple, à OpenAI, tu payes à la requête. Ouais, Euh, ok. Donc tu payes la requête, tu fais une requête, ça va te coûter, je te dis une connerie, un prompt, ça va te coûter 1 euro. Tu fais 1000 prompts. Alors OpenAI, tu peux mettre des limites, c'est-à-dire que pour te prémunir à ça, tu peux te dire, ok, si tu dépenses plus de 10 dollars dans la journée, ça te bloque instantanément. Par contre, tu as des outils, moi ça a été le cas à l'époque avec SEMrush. Par exemple, SEMrush, tous les mois, en fonction de ton crédit, alors à l'époque, tu avais un nombre de crédits, je crois, je suis une connerie, 100 000 crédits par mois qui Mhm. correspondent à 1000 requêtes. Bah, si tu fais une boucle infinie, tu mets une liste de mots-clés et que tu oublies, par exemple, à chaque fois de supprimer le mot-clé, bah, tu vas faire une loop qui va en fait appeler ta requête tout le temps. Mais vu que ça s'arrête jamais, le seul moment que ça s'arrête, c'est quand tu as niqué tous tes crédits, hein. Donc, donc au final, en une minute, enfin en 10 minutes, tu peux te retrouver à avoir bousillé tous tes crédits à SEMrush. Là, dans ce cas, ça va, tu vois, mais ça dépend vraiment, en fait, bah, c'est fanant, quoi, tu vois. Ça dépend vraiment, tu as des outils, ouais, ça peut vite te coûter cher, en fait. Ouais, ok, je le dis. Donc, faire attention à Question ça. de Sarah B. Par quoi tu commencerais, toi, aujourd'hui, si tu devais te relancer et que t'étais un noob? Dans l'automatisation, alors, déjà par quel outil? Je testerai un peu tous les outils. Du coup, Make, N8N, Automa, je pense ces trois outils. Voilà, un script qui est assez simple, faire un appel OpenAI et mettre à jour, je sais pas, voilà, faire juste un appel OpenAI, juste pour voir en fait visuellement vers quoi on est le plus à l'aise aussi, parce que c'est important d'être à l'aise avec l'outil. Et derrière, je poncerai le truc, c'est-à-dire que pas forcément objectivement prendre des formations payantes, parce que pour moi, tu as tout en gratuit sur YouTube. Tout, Tu tout, prends tout, pas de tout, tout, formation, tout, toi, tout. aujourd'hui? Bon, j'en ai une sur Learning Club, tu vois. Mais en vrai, elle est bien parce que je m'étais dit, bah, enfin, au début, c'est ce que je voulais faire. Et tu vois, en toute honnêteté, alors, pour moi, ça dépend. Tu vas prendre des raccourcis, d'aller à la formation parce que tu vas aller à l'essentiel. Mais maintenant, si t'as pas forcément les ronds, entre guillemets, de prendre une formation, pour moi, tu peux tout trouver
si tu parles un peu anglais, en YouTube, en YouTube. Mais voilà, après, si tu veux les raccourcis, bah, c'est sûr que la formation, ça va droit au but. Moi, j'en ai pris des formations Make, des formations Zeno. Ça m'a permis vraiment d'aller droit au but. Mais je pense que si vraiment tu commences, c'est déjà, avant de prendre la formation, c'est de te dire, est-ce que tu aimes l'automatisation? Est-ce que tu as la logique par rapport à ça? Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a la logique. Et je pense qu'avoir une logique, ça se travaille. Le cerveau, ça reste un muscle. Donc, tu vois, tu dois l'entretenir, etc. Et déjà, est-ce que t'aimes aussi par rapport à ça? Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui aime la logique de se creuser la tête, de vouloir arriver et vraiment, vraiment, je pense que ça, c'est une priorité. Et de pas laisser tomber aussi, parce qu'au bout de 5 minutes, tu vas te dire, vas-y, j'y arrive pas. Persévérer là-dessus. Persévérer, persévérer. Voilà. Ok. Et prendre un outil et le poncer, tu vois. Tu choisis ton outil et tu le siphonnes. Ouais, à la fin, tu testes un peu tout, ensuite tu vois où tu es plus à l'aise, tu ponces, C'est ça, en mode et tu entonnoir. commences Tu à par... testes un peu tout. Est-ce que la logique t'aime déjà? Et par rapport à ça, dès que tu vois que tu as pris l'outil en main, bah, tu fais tout de suite. Ok, ça. Question de David, Make ou N8N? Voilà, c'est un peu comme Mac ou PC, hein, j'ai envie de te dire. Les avantages des uns, l'avantage de l'autre. N8N, c'est RGPD, voilà, c'est open source. T'as des mecs qui aiment bien le open source, c'est gratuit. C'est un peu plus technique. Donc demain, si t'es moins tech, je te conseille Make parce que Make, voilà, t'as du support, t'as une communauté. Alors t'en as aussi une en N8N, un petit peu moins, je pense. Mais voilà, c'est les deux, je pense, font le taf. C'est vraiment qu'est-ce que tu veux faire tes données et si t'es pas du tout tech, je partirais sur Make. Si tu as un ancien dev, si tu as une vision un peu plus tech et que tu veux aussi scraper, enfin faire des choses sans limite de data, enfin sans limite à les scraper en illimité, etc. Je te conseille une vitaine. Si demain c'est juste de l'automatisation de quelques process publiés sur des WordPress, etc. Je sais que le Make est beaucoup plus simple avec beaucoup plus de connecteurs qui sont déjà intégrés, quoi. Ok, ça roule. Et bah du coup, merci beaucoup Johnny pour ce moment. Je te rassure, Merci Antoine. on a bien toutes les pistes hein, sur la première partie, on a Ok, pas bon, perdu, on a eu nickel. un peu chaud là. Ouais, C'était vraiment cool. carrément. Un plaisir de t'avoir rencontré au SEO Camp et d'avoir tourné cet épisode. Et puis Et plein de c'est bonnes choses pour la suite et pour séquence. merci beaucoup. Et puis également pour SEO Monkey. Et puis je remercierai Paul. Je lui ferai un petit vocal. Ça roule. Et ciao, à la semaine prochaine. C'est